Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. J'avais déjà communiqué dessus, notamment sur les réseaux, pendant les vacances, pendant l'été, j'allais de temps en temps faire des formats un peu différents où je vais accueillir des invités, des spécialistes de leur domaine pour justement qu'ils nous parlent de leur domaine. Et pour moi, c'est la manière la plus pertinente de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas totalement. Et du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Cazerolle, qui est auteur d'un podcast qui s'appelle Biomécanique, qui parle de biomécanique au sens très large, mais surtout il interviewe chaque semaine des personnalités connues qui parlent aussi d'un domaine qu'ils connaissent très bien et qui est très intéressant. C'est des podcasts qui sont un peu plus longs que les miens, qui font à peu près 2 heures où on apprend pas mal de choses. Et voilà, j'ai décidé d'inviter Jérôme pour que, bien qu'il soit dans la peau de l'animateur dans son podcast, j'avais envie qu'il soit dans la peau de l'interviewé cette fois-ci dans mon podcast. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Cazerolle aujourd'hui. Donc je te laisse écouter ma conversation avec Jérôme et on se retrouve en fin d'émission pour à nouveau quelques petites choses que j'ai à te dire à la fin de l'épisode. Donc salut Jérôme. Salut, ça va? Ça va et toi? Et donc on va parler un petit peu de biomécanique, d'ostéopathie forcément, c'est ta spécialité. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs? Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis français expatrié à Montréal au Canada depuis presque 4 ans maintenant. J'exerce la profession d'ostéopathe. J'ai également un podcast qui s'appelle le podcast Biomécanique dans lequel je vais à la rencontre de sportifs et spécialistes du domaine de la santé, du sport et de la compréhension de soi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, T'as j'aime passé bien le tes diplômes en sport. France? Oui, j'ai passé mes diplômes en France, hein. Ça fait 4 ans que je suis ici, ça fait 4 ans que je pratique, que je travaille, que je fais pas mal de choses. Mais les études, je les ai fait à Bordeaux. Ok. T'es bordelais d'origine du coup toi? Alors pas exactement, hein, je suis d'origine des Landes, de Ok. Dax plus précisément. Je sais pas s'il y aura des auditeurs qui sortent de Dax aussi, qui connaîtront le bled. Mais j'ai fait les études à Bordeaux. Je veux dire, c'est un peu logique parce que Dax-Bordeaux, c'est 1h30 et c'est quand tu termines quand tu as ton bac. C'est la première grande ville en fait, la plus proche. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes études là-bas. J'ai commencé par faire des études de médecine et ensuite j'ai basculé en école d'ostéopathie. Ok. Et t'as quel âge actuellement? Je sais pas si tu l'as dit, mais j'ai pas entendu en tout cas. Ah non, j'ai pas dit mon âge. C'est vrai que c'est pas un truc que je dis. Non, non, Souvent mais c'est on parce que me tu donne. dis juste après le bac, donc t'as dû démarrer jeune du coup dans l'ostéopathie, donc Ouais, pas en tant que ça études. au final, mais pas tant que ça au final. Mais ce qui est assez marrant, c'est quand j'interagis avec les gens d'une manière générale, que ce soit des gens que je connais un petit peu ou que je connais pas, souvent on me donne plus jeune que mon âge, et ça a toujours été le cas, tu vois. Je vais faire la première digression sur ça, mais quand j'avais 20 ans, on me donnait 16, 17, quand j'avais 25, on m'en donnait, je sais pas, 20, 22. Euh, et maintenant, on m'a donné, je vais donner un indice, maintenant, on m'a donné, ça dépend, mais on pense que je peux avoir entre 25 et 28. Ouais, Donc c'est ça ce que donnait j'aurais dit l'indice. aussi. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, ils ont pas la vidéo. Moi, jeté en face de moi, je dirais 27. Et en fait, j'ai 31 ans. Eh ben Donc, d'accord, ok. mais je m'en amuse assez de ça parce que autant ça me. Tu sais, j'avais euh, cette espèce de culpabilité de ne pas faire mon âge et de ne pas me sentir un peu. Enfin, de pas me sentir assez sérieux, tu vois, notamment quand Mhm. tu es jeune, tu vois, tu as envie Oui, de faire oui. plus vieux. C'est un truc qu'on retrouve aussi chez les filles. Tu sais, quand tu leur donnes plus jeune que leur âge, elles sont pas contentes. Donc, j'étais pas content. Et maintenant, je suis très content. Et puis, si à 50 ans, je peux faire 35, je serais très content aussi, quoi. Ah bah c'est sûr que dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Et Faut bien avoir un côté positif à un moment ah donné. bah C'est oui, que... oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'avais peur, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, à partir de 30-35, je vais pas vieillir d'un coup et en fait, toutes ces années gagnées, finalement, je vais les perdre d'un coup, quoi. Donc Ah pour bah l'instant, si ça va. tu as l'air de faire du sport, d'ailleurs on y reviendra. Normalement, ça conserve quand même pas mal aussi. Donc là-dessus, ça devrait aller. Ouais, je prends un argument, c'est que je dis que je prends du collagène aussi. Alors ceux qui savent pas Ah, ce que c'est, ils me regardent avec des gros yeux comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? ah bah nos auditeurs, je pense, savent ce que c'est. J'en ai un peu parlé. Euh,
ouais, c'est un truc que tout le monde devrait prendre, un collagène, je pense. Enfin, quand on est sportif Ouais, notamment. oui, ouais, tout le monde, ça dépend effectivement. Mais du coup, ouais, c'est super intéressant. Et pour le fait d'être parti au Canada, enfin, si tu as des raisons pour ça ou Ouais, j'avais envie de partir. Euh, une envie d'évasion au Ok, départ. ouais. Non, pas que j'avais tué quelqu'un en France et que je voulais m'échapper à une certaine sentence, mais non, j'avais juste envie de partir. J'en avais parlé dans un podcast, ça, j'avais un petit peu détaillé longuement. C'était le podcast Le Vilain Canard. Tu vois, je fais des recoupements de différents podcasts que je passe. J'essaie D'accord. de dire des, j'essaie d'éviter de me répéter tout le temps. Mais en gros, j'avais envie de partir, j'avais envie d'aller voir autre chose, j'avais envie de travailler dans un autre endroit, tu sais, un peu recommencer de zéro dans un sens. Et puis, marre de là où j'étais, mais pas marre dans le sens j'en peux plus, c'est encore que, mais c'est marre juste d'avoir vu toujours le même secteur, la même région. Et Ouais, voilà, changer il y en a d'environnement. à qui ça correspond très bien, et puis moi, j'avais d'autres aspirations. Bah, le Canada, ça attire vachement. En tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui est assez attractif, surtout pour les Français, parce que déjà, il y a moins la barrière de la langue. Donc, Mais alors là, tu parles du Canada francophone, qui est le ouais, Québec, donc notamment la grande ville Montréal, où je suis yes. actuellement. Oui, 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 ça attire. Bah, ça attire par rapport à ce que peuvent renvoyer les médias, la réputation que ça peut avoir, que c'est le style de vie est un petit peu plus cool. C'est moins la française. Donc, il y a plein de choses qui font que ça attire. Et Il y a alors, une communauté de Français aussi. cette Bah, elle est réputation, vraie. elle est usurpée ou c'est la réalité des choses? Non, elle est vraie dans un sens, tu vois. Dans les réputations, il y a toujours un côté vrai, un côté faux. Euh, Il y a des choses qui sont enjolivées, d'autres qui sont réelles. Moi, ce que je trouve réel, et encore une fois, c'est mon expérience, c'est que les gens sont moins dans. Comment? Le style de vie est plus cool, quoi. Hmm. Ils Le sont style de vie moins, est plus cool. ils Ouais, sont je sais pas moins si c'est. comme à Paris où on voit vachement les gens ils sont très très pressés, etc. Peut-être que c'est moins le cas au Canada. Enfin, au Québec en tout cas. Ouais, il y a des différences. Il y a des différences de perception de la vie, de perception de choses. C'est vrai que c'est plus cool. Les gens ont peut-être en tendance plus à profiter. Alors, il y a aussi le climat qui joue à Hmm. ça. Par exemple, comme en hiver, il fait froid. Et qu'il y a beaucoup moins d'activités. Enfin, il y a des activités extérieures, mais ce sont des activités d'hiver. Et en fait, tu ne prends pas de verre en terrasse, tu ne prends pas parce qu'il fait froid et il neige. C'est comme finalement en France, dans les parties où il neige, tu vois, tu prends pas des verres en terrasse en t-shirt. Mais ici, comme il fait un peu plus froid qu'en France de manière générale, puisque des fois ça peut aller jusqu'à euh, moins 15, moins 20. Et quand même. euh, mais c'est pas tout le temps, c'est vraiment pas tout le temps. Mais c'est parce qu'il y a cette idée, ouais, il fait tout le temps moins 40. En fait, rien que cet hiver, il fait, il fait pas moins 40 tout le temps. Il fait peut-être moins 40 une fois et c'est la température ressentie. C'est-à-dire qu'en réalité, il fait pas moins 40, il doit faire moins 22, grand maximum, tu vois. C'est le ressenti qui est au moins 40. Mais ça arrive, genre cette année, ça peut-être arrivé un ou deux jours, quoi. Et le reste du temps, c'est entre 0 et moins 10 et moins 15 au maximum. Mais c'est pas le même froid, en fait. Si c'est du froid sec, si t'es bien habillé, ça va. Mais tout ça pour dire qu'au final, les gens ont peut-être tendance plus à profiter de l'extérieur, des activités, lorsqu'on arrive en été, tu vois, il y a qu'à voir dès le printemps. On chasse complètement l'idée du coronavirus, là, je parle en temps normal. Ouais, bien sûr. Mais à partir du printemps, il fait beau, il fait moins froid, et ben, on remarque que les gens ils sortent beaucoup plus et donc il y a peut-être cette idée qu'on profite plus je sais pas. Bon, allez, Ok. En tout on va pas cas, parler si ça se passe bien expatriation, pour je pense que. toi et que tu aimes le cadre, c'est le principal. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, est-ce que tu pratiques du sport? Je suppose que oui, parce que je connais un petit peu ce que tu fais, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ta pratique du sport? Qu'est-ce que tu fais exactement, etc. Ça tourne souvent, enfin quasiment tout le temps autour de l'entraînement euh, en salle de sport entre guillemets. J'ai fait du tennis pendant très longtemps. J'ai commencé le Mhm. tennis à l'âge de je sais plus combien, je sais plus quel âge. J'en ai fait pendant quelques années. Pour ceux qui connaissent, je crois que mon meilleur classement, ça avait été moins 15-3. Pas moins, pardon. 15-3. 15-3, ouais. Euh, Ouais. ouais, c'est 15. Donc, c'est un niveau où, en fait, tu t'amuses, quoi. J'avais le niveau 15-2, parce que j'avais battu quelques 15-2, mais je sais plus. L'année d'après, c'est là où j'étais venu à Montréal, donc j'ai arrêté, puis j'ai pas repris. Mais voilà, 15-3, 15-2, c'était un peu mon niveau. Donc, en fait, tu commences à t'amuser, tu touches la balle, c'est Ouais. sympa, tu vois. C'est vraiment. euh, et Et ensuite, j'avais arrêté pendant une période pendant mes études. Et c'est pendant les études que j'ai commencé à m'intéresser
je me trouvais trop maigre. Enfin, tu sais, la classique de ceux qui Classique. commencent la musculation, c'est tiens, vas-y, j'ai envie de prendre un peu de muscle et tout. Et en fait, c'est là où tu commences à te renseigner. J'avais acheté un banc de musculation quand j'étais donc à Bordeaux pendant mes études. C'était dès ma troisième, je pense, année d'ostéopathie. Ok. Euh, Ah, donc J'avais acheté assez un. tard finalement, quoi. C'est, je veux dire, aux alentours de 21 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est tard. Ah, bah oui. Mais j'ai jamais eu un gros potentiel et j'ai jamais développé un potentiel énormissime. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. J'ai commencé peut-être tard. C'est pas des excuses, mais je sais que j'ai les os très courts. Bah, Enfin, non, pas très courts, très fins. ouais, ouais, bah, je pense qu'on a à peu Euh, près la même morpho. Je te vois en face de moi. Oui, c'est pas c'est pas les gens qui sont naturellement doués de base, quoi. Non, 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 je suis pas du tout doué. Mais j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé dessus, et donc j'ai réussi à atteindre des objectifs que j'ai trouvé, enfin, qui me plaisent, tu vois. Et j'ai clavicule courte. Enfin, si tu veux, je suis absolument pas fait pour être un bodybuilder, par exemple. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai essayé autant de comprendre comment ça fonctionnait. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est assez marrant. C'est que souvent, on demande conseil en Ouais. salle à des gens qui sont balèzes, à qui ça réussit. Et souvent, ces conseils sont pourris. Et ça serait peut-être intéressant des fois d'aller voir ceux qui n'ont pas forcément des résultats incroyables, mais qui essaient de faire les choses bien parce que c'est probablement eux qui essayent de faire tout ce qu'il faut pour essayer de comprendre, d'améliorer leur savoir pour mieux performer. Et c'est ceux qui sont pas doués qui vont chercher le plus d'informations. Je sais pas, c'est assez contradictoire. Et ce qui fait que, bon, voilà. Je suis mais d'accord, mais à 1000% avec toi. Bah, c'est vrai que bah, moi, du coup, je suis coach sportif hein, de métier, donc les salles de sport, j'en ai fréquenté. J'ai coaché des gens et tout. Et c'est vrai que quand tu vois et tu observes, en plus quand tu es en salle de sport avec tes coachs sportifs, tu es vraiment longtemps dans la salle, donc tu observes les gens s'entraîner. Et c'est vrai que très souvent, bon, il faut pas faire de généralité non plus, mais c'est vrai que les personnes qui sont très douées font un peu n'importe quoi et ça marche. Donc, Ah oui, mais on a si tu veux, l'impression que c'est des génies, mais en fait, c'est juste que, enfin, c'est juste, ils ont de la chance d'avoir une génétique qui leur permet ça. J'aurais fait les mêmes entraînements qu'eux, par exemple, bah, j'aurais presque eu aucun résultat, quoi. Donc, j'ai un exemple assez récent. Je crois que c'est hier. Donc, j'étais à la salle de sport. Je faisais ma séance et en fait, je vois quelqu'un qui a assez développé, pas de dopage, hein, je veux mhm. dire, qui avait pas l'air de prendre des produits dopants. Donc, qui avait un joli physique, qui avait l'air d'avoir un joli physique en t-shirt, des bonnes épaules, des pecs. Et très bien, tu vois. Et le mec faisait des espèces de hellfly avec des haltères. Euh, donc des rotations je te le fais à Des la rotations caméra, tu vois. externes. Ouais, Voilà, je des connais, rotations t'inquiète. externes comme ça, Ouais. euh, Avec des haltères. debout avec des haltères, là où la gravité est vers le bas. Bien Et en sûr. fait, tu dis comment comment c'est possible de faire ça? Enfin, si, il y a une seule raison pour laquelle tu peux faire cet exercice, c'est si tu ne comprends absolument pas ce que tu fais. Oui, c'est Si ça. tu comprends un tant soit peu des choses très simples, hein. C'est juste la gravité et et Le les, vecteur, quoi. les trucs de tension, enfin les forces de tension, les directions, tu Mhm. ne peux pas faire ça. Donc, Ah, je suis et d'accord, puis ouais. cette personne-là était assez balèze. Donc, elle a dû voir cet exercice, peut-être sur YouTube, sur quelqu'un qui ne savait absolument pas, ou j'en sais rien, et puis se met à le faire. Et cette personne était balèze. Donc, tu vois, par exemple, c'est typiquement ce genre de personne, il faut absolument pas, enfin, faut absolument pas lui demander des conseils, parce que tu ne peux pas demander des conseils à quelqu'un qui fait ça. Il ne comprend pas Ah, ce qu'il mais fait. c'est sûr. Bah, t'aurais dû lui dire déjà de s'allonger sur le côté, ça aurait Oh, été déjà un peu mieux, même si c'est pas idéal, mais. ça fait longtemps que je fais plus mon chevalier blanc. Chacun fait ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre. Ah oui, oui, non, c'est clair. Bah, c'est ça le problème des salles de sport. En plus, c'est des fois tu vois les gens en plus faire n'importe quoi et même parfois des trucs très dangereux. Et bah, enfin enfin même en tant que coach sportif, c'est très difficile. Les gens ils te disent non, mais je fais ce que je veux en fait. Mais bah vas-y, flingue-toi quoi. Mais bon après c'est sûr que c'est compliqué. Mais oui, c'est vrai que les personnes les plus douées, c'est pas forcément les plus compétents. Mais je pense que c'est assez naturel dans le sens où tu es doué, donc tu as l'impression que tu pas besoin de chercher plus d'informations. Et ceux qui font les champions, bah, je pense que Mais c'est non, mais aussi le fait de combiner les deux, quoi, du savoir et de la génétique, etc., quoi. c'est juste que quand t'as pas de problème, quand t'as pas de problématique Mhm. dans un domaine, t'as aucune raison d'aller chercher des choses en fait. Si lorsque tu vas faire une activité, on parle de sport en salle, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être les études, ça peut être quelque chose d'artistique, peu importe. Quand tu te mets dans la discipline et que ça te réussit, peu importe la manière dont tu t'y prends, mais que tu as des résultats avec, et que
tu te satisfais de ces résultats, tu n'as aucune raison d'aller chercher de l'information ou d'essayer de comprendre. En fait, chercher une information ou essayer de comprendre, c'est lorsque tu as un obstacle. C'est C'est vrai. comme dans tout. Tu n'as Bien aucune sûr. raison d'aller lire un livre de développement personnel si dans ta vie, tu ne sens pas un obstacle à ton épanouissement. Mhm. Tu n'as aucune raison d'aller chercher comment hypertrophier un muscle si en faisant n'importe quoi, en fait, tes muscles deviennent gros. Tu n'as aucune raison, enfin bon, bref, je ne vais pas donner 40 exemples, mais la recherche d'information, elle vient d'un obstacle que tu as vécu et que tu as essayé de passer au travers. Et pourquoi tu as essayé de passer au travers? Parce que l'objectif derrière cet obstacle te semblait très très important à tes yeux. Ouais. Je donne pas des conseils, je pense que ça semble logique là. Tous ceux qui nous écouteront, ils diront Bien oui, sûr. Après, il y a effectivement. quand même la passion aussi. La passion, même quelqu'un qui est doué, il peut aller rechercher de l'information parce qu'il est passionné aussi par ce qu'il fait. Je sais pas. Oui, il y a la passion. Oui, oui, Mais en tout cas, oui, oui, je te rejoins sur ça, hein, c'est clair. Et du coup, en parlant de passion, comment on devient passionné de la biomécanique, de l'ostéopathie? Alors, euh, ça, c'est un truc, on me le demande. Alors, je pense que c'est le nom du podcast qui fait ça, parce que je l'ai appelé biomécanique. Je trouvais ça assez intéressant, mhm. assez cool d'appeler le podcast biomécanique. Je sais pas comment j'ai eu cette idée, Très belle mais je couverture trouvais. d'ailleurs. Ouais, bon, bah, elle est vieille, hein. Bah, Elle est vieille, elle mais est toujours sympa, je trouve. c'est un truc qui est éculé le- l'œuf de Vitruve là. Mais bon, Mhm. bref. J'avais appelé ce podcast comme ça. Et forcément, maintenant, on pense que je suis un passionné, un féru de biomécanique. Je reçois des messages sur Instagram d'auditeurs de temps en temps qui me posent des questions sur la biomécanique. Je, je ne suis pas passionné par la biomécanique. Je veux dire, je ne lis pas des livres de biomécanique. On me demande, oui, quels sont les livres de biomécanique? Je sais plus, il y a quelques semaines, on m'a envoyé un message comme ça. Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas sûr d'avoir lu un livre de biomécanique précisément, d'avoir une référence. C'est juste que je m'y suis intéressé par mon métier et par le fait que je voulais développer donc les connaissances dans l'entraînement, dans tout ce qui est morphologie, les leviers, ceci, cela. Tu finis par t'y intéresser, mais en fait, je ne suis pas passionné de biomécanique. Je m'y suis intéressé parce que j'en avais besoin à un moment donné. Et puis, une fois que tu as compris les bases, maintenant, bon, ok, c'est bon. Euh, et puis, l'ostéo, je ne sais pas si c'est une passion, c'est ce que je fais, c'est mon activité actuelle, donc le métier. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément sur certains points, qui des fois, mais comme tout en fait, comme Ouais. n'importe quel métier, il y a des côtés, il y a des choses qu'on aime bien, des choses qu'on aime un peu moins. Euh, et avec des patients, on prend énormément de plaisir, avec d'autres un petit peu moins. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de choses. Est-ce que je peux dire que je suis passionné au point que le sont certains de mes collègues? Je ne pense pas. Ce qui ne fait pas de moi nécessairement un Oui, moins ça bon. t'intéresse quand même, quoi. On a compris. Non, mais bien sûr, ouais, Voilà. ça m'intéresse. Mais c'est pour ça, Pas je veux passionné. juste te dire, pour ceux qui écoutent le podcast biomécanique, je ne suis pas passionné de biomécanique. Je comprends les tenants et aboutissants, mais c'est pas. Et alors, voilà, je ne sais plus quelle était la question. Non, parce que j'ai rebondi sur le fait qu'on parlait de la passion et qu'après, du coup, je t'ai dit comment on est passionné par la biomécanique, comment on devient passionné par la biomécanique et l'ostéopathie. Et du coup, On devient. Je ne sais pas si on. Oui, si, il y en a qui peuvent le devenir au fur et à mesure. Je pense aussi une passion ou un intérêt, un grand intérêt se développe par rapport aux connaissances et aux recherches qu'on fait mhm. aussi. Euh, Tu vois, tu me disais tout à l'heure la passion. Je- La passion fait qu'on s'y intéresse et j'aurais tendance à penser que c'est parce qu'on s'y intéresse beaucoup qu'on finit par s'y passionner. Euh, c'est en lisant des livres, c'est en améliorant les compétences aussi. Plus on va avoir d'informations, plus on va comprendre des choses, plus on va développer des compétences, va venir la passion. Il y avait un livre qui en parlait bien de ça, c'était, je crois, So Good They Can't Ignore You, Je connais qui est pas. un livre de je sais plus qui. Donc, tu es si bon qu'on ne peut pas t'ignorer. C'est parti du principe que développer des skills, développer des compétences dans un domaine va faire que tu vas devenir de plus en plus passionné et que ça va t'intéresser de plus en plus. Et plus tu en sais, plus tu t'y intéresses. Donc, je pense que comment on peut devenir passionné d'ostéopathie? Ben déjà, c'est déjà savoir ce que c'est, aller dans une école,
faire les études, comprendre, avoir un diplôme et puis continuer à faire des recherches à côté, continuer à essayer de se renseigner, faire des croisements entre disciplines. Moi, là où j'ai le plus développé, je pense, mon expertise, c'est en faisant des croisements entre justement un peu de biomécanique un certain temps, entre le sport, entre l'entraînement, la physiologie et ce que je pouvais faire moi en thérapie manuelle via des principes d'ostéopathie qui n'étaient pas forcément liés sur certains points, qui étaient liés sur d'autres. Et le fait de faire un espèce de gros mash-up dans tout ça, c'est ce qui a amélioré mon expertise dans le champ de l'ostéopathie et du sport et tout ça. Et c'est en faisant tout ça que j'ai développé donc une espèce de une passion. Je dirais pas une passion, mais je dirais un très grand intérêt et, euh, et l'objectif de vouloir faire bien. Ok. Donc voilà, comment on s'intéresse, comment on devient passionné, je pense, en s'y intéressant et en allant regarder des ouvrages, et en lisant et en croisant les informations. Ok. Et d'ailleurs, pourquoi l'ostéopathie et pas plutôt kiné ou éthiopathe ou les choses comme ça? Ouais, parce que l'éthiopathie, je savais pas ce que c'était, et puis encore aujourd'hui, je sais pas exactement ce que c'est. Bah, moi, je vois pas la Euh, différence entre un ostéopathe et un éthiopathe pour avoir vu, été en cabinet en cabinet d'ostéopathie et en ostéopathie. C'est vrai que l'éthiopathie, j'ai pas vu la différence par rapport à un ostéopathe. Vraiment. Après, je sais pas ce qu'ils ont exactement quelles sont les valeurs du concept, mais je sais pas vraiment la différence entre les deux, non, moi non plus. Donc, Non, j'en sais rien. Ostéopathie, je sais pas. Ostéo, ben, bon, je connais un peu plus parce que c'est mon truc. Mais encore une fois, l'ostéopathie, on peut avoir une définition qui va être globale, qui va regrouper un petit peu tout le monde. C'est un praticien manuel c'est de l'allopathie. Enfin, non, c'est pas de l'allopathie. On est plus dans une forme de prévention, de globalité. Tu vois, on va essayer de comprendre de comprendre les causes d'une douleur, d'essayer de remonter à la cause originelle, de faire des chaînes, des liens musculaires. Tu vois, il peut y avoir des liens entre la tête, entre les pieds, les bras, les ceci, cela. Tu vois, on n'est pas le corps n'est pas segmenté en plein de petits points. exactement. Ouais. Tout est lié. Et puis on va essayer de retrouver l'origine du problème. Et avec des techniques manuelles qui vont être des fois douces, des fois qui font craquer. Différentes. Voilà. Mais il y a autant d'ostéo, il y a autant d'ostéopathie quasiment que de praticiens, de vision d'ostéopathie que de praticiens. Il y en a qui sont très tissulaires, il y en a qui sont très articulaires, il y en a qui sont très mécaniques. Moi, j'aime bien le côté mécanique. Il y en a il y a du spirituel. Il y a plein de façons de faire. Donc, ça, c'est l'ostéo. Ok. Pour l'éthiopathie, donc je sais pas. Et pourquoi j'ai pas choisi kiné? Parce que la vision que j'avais du kiné lorsque j'étais jeune et que j'étais à ce moment charnière de choisir ce que je voulais faire, cette vision de kiné me plaisait pas. Euh, Aujourd'hui, elle a peut-être changé. Aujourd'hui, elle est en train d'évoluer. Aujourd'hui, je considère que je fais quelque chose qui se rapprocherait aussi de la kiné dans un sens, tu vois, et d'une certaine vision de la kiné. Parce que je trouve que, tu vois, quelqu'un comme Major Mouvement, Ouais. qui fait de bons trucs sur le web, sur YouTube, il fait de bonnes vidéos, tout ça, c'est un kiné, mais il a quand même une vision et des explications et des façons de faire qui se rapprochent énormément de l'ostéopathie. Des façons de penser qui se rapprochent énormément Très de mécanique pour le l'ostéopathie. coup. Il Aussi. est très mécanique, et c'est surtout qu'il fait des liens. En fait, si tu veux, il suffit de regarder ses commentaires sur YouTube. Hein, Mhm. tu vois, une de ses vidéos où il fait des analyses, ou alors il fait une consultation, ou il fait un traitement, ou il donne un exercice, enfin peu importe. Ou en tout cas, il montre sa vision et puis il donne des conseils. Tu regardes les commentaires, il y a énormément de gens qui pensent qu'il est ostéo, et puis il y a des commentaires du style ah, mon ostéo me fait la même chose, ah, moi aussi il faudrait que j'aille voir mon ostéo, etc. Alors que lui ne s'est jamais dit qu'il était ostéo, il est kiné et Bien il sûr. fait Ouais. de la thérapie manuelle. Bon, pour moi, c'est un hack en fait. C'est... Je pense, à mon humble avis, j'aimerais en discuter avec lui, que euh, le, il y a une affinité, il y a un désir, et il y a une montée en puissance de l'ostéopathie ces dernières années, parce qu'on a des résultats, parce qu'il y a des choses intéressantes, parce que ça fait du bien, même si certains, comme Mathias Soulol, que j'ai sur le podcast, défendent peut-être le fait que c'est pas purement scientifique, mais le fait est qu'il y a de plus en plus d'ostéos, que les gens vont le voir et qu'il y a des résultats, il y a des choses qui se passent, et que la vision d'ostéo, qui est très globale et manuelle, monte, et qu'à un moment donné, je pense que Major Mouvement, donc Grégoire, a essayé, inconsciemment ou pas, de ramener ça à la kiné.
Genre voilà, Mhm. tout ce qui se passe, en fait, on peut le faire en kiné. Et la kiné qu'il propose ressemble énormément à de l'ostéopathie, mais sauf que comme il n'a pas le titre d'ostéo et que je ne connais pas exactement son affinité avec l'ostéopathie, il en parle en tant que kiné, tu vois. Mais si tu regardes faire, en fait, on Ah, dirait je suis un d'accord ostéo, avec quoi. toi, mais du coup, enfin, s'il cantonne à son rôle de kiné, tu fais pas grand-chose. Et moi, c'est pareil, je suis co-sportif, je fais énormément de kiné pour le coup. Quand les gens ils arrivent blessés ou quoi, tu t'es bien obligé de dire, tu peux pas lui dire, bah va voir un kiné, t'essayes de l'aider et tu lui apportes des trucs qui sont autre chose Alors que ton attention, rôle de base, tu vois, de coach sportif, tu vois, par exemple. Pour reprendre mon attention, cas, mais lui, c'est pareil, je pense pour lui, tu vois. attention de dire que tu ne. Attention quand tu dis je lui fais de la kiné. Si t'es pas Non, kiné, non, mais je lui propose des exercices que pourrait voilà. proposer un kiné aussi en cabinet, quoi, par exemple. Hmm. Donc, Ouais, ouais, bah, oui. Mais de toute façon, les thérapies se recoupent à un moment bah donné. oui, Et puis, des fois, c'est une façon d'essayer de garder un peu son secteur. Enfin bon, bref. ouais. Euh, je sais plus Mais ce du qu'on coup, disait. tu lui as proposé de venir peut-être sur ton podcast. Oui, je l'avais envoyé un message il y a longtemps, mais comme il est assez occupé, Mhm. c'était c'était même pas en 2021, ça devait être en 2020. Euh, J'avais eu quelqu'un aussi sur le podcast qui le connaissait, qui m'avait donné son contact, enfin qui avait essayé de faciliter sa prise de contact. Et puis, mais j'ai pas encore eu, j'ai pas fini de Ouais, persévérer. Je continuerai à essayer de l'avoir, mais effectivement, il doit crouler sous les propositions j'imagine, ouais. commerciales et non commerciales. Donc, mais je suis patient et un jour, j'aurai l'occasion de faire un podcast avec lui, j'en suis Ah, sûr. c'est certain, ouais. Bah, vu tous les invités déjà que tu as eu, ça, c'est obligé qu'ils viennent au bout d'un moment, à l'usure. Et du coup, pour parler un peu d'ostéopathie, quels sont toi les problèmes que tu as le plus souvent en cabinet? Les gens, quels problèmes ils ont généralement quand ils arrivent chez toi? Les plus souvent, en tout cas. Mal de dos, Ouais. lombalgie classique, donc c'est mal les douleurs au niveau du bas du dos, au niveau de la zone des lombaires. Cervicales, beaucoup, cervicalgie, qui sont souvent des trapézalgies compensées, c'est-à-dire Mhm. voilà, personnes qui sont beaucoup assis à un bureau, ils ont des douleurs au niveau du cou. Il y a beaucoup de posture, il y a beaucoup de manque de raideur, de manque de mobilité. Les épaules aussi également, les problèmes au niveau de l'articulation de l'épaule. Euh, Souvent la coiffe, hein, puisque c'est quand même prédominant. Mais Mhm. franchement, s'il y a un trio gagnant, voilà, le podium, c'est ça, c'est dos, cervical, épaule. De temps en temps, des genoux, plus rarement des chevilles et pieds. Souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué, je sais pas, souvent j'ai remarqué que les chevilles et pieds, c'est des motifs secondaires. C'est que la personne vient te voir pour un motif bas du dos. Et puis en second motif, ah tiens, j'ai une Ouais. douleur au niveau du pied aussi. Donc voilà. Et très peu souvent le coude. Et ben, j'ai eu un poignet hier. Euh, Douleur au niveau du poignet, c'est assez rare aussi. Mais voilà, trio gagnant, cervical, lombaire, épaule. Ok, ouais, donc finalement, ça se rapproche au dos tout le temps, quoi, quasiment. Ah bah on appelle pas ça le mal du siècle pour rien, hein. Ah, c'est clair. Et du coup, hors manipulation que tu fais, du coup, toi, quels conseils tu leur donnes pour résoudre ce genre de problème, justement Bah ça dépend, hein. Ça dépend du problème, ça dépend de qui j'ai en face, ça dépend du niveau de conscience de la personne, ça dépend de son Mhm. niveau d'activité physique aussi. Je peux pas te donner une réponse, quoi. Je vais essayer de m'adapter au plus possible. Il y a des conseils qui sont bons, mais que tu vas donner à quelqu'un et qui ne seront pas bons, enfin, qui seront bons dans l'absolu, mais qui ne lui serviront pas. Tu vois, quelqu'un vient te voir. Je peux prendre un exemple d'un patient euh, qui, qui a peut-être 20 ou 30 kilos en trop. Euh, qui n'est pas spécifiquement un sportif, qui n'est Mhm. pas du tout un sportif même, et qui adore la bouffe, qui adore faire les barbecues le week-end, un peu d'alcool, charcuterie, tout ça, qui probablement d'ailleurs ses problèmes d'articulation au niveau des poignets et au niveau des pieds est peut-être dû à un problème d'acide urique, tu vois, des dépôts de cristaux dans les Bien articulations. sûr. C'est une piste, c'est pas un diagnostic, c'est juste une piste de réflexion, parce que par rapport à, là je pense à quelqu'un en particulier, mais par rapport à tout ce qu'il m'a dit, ça a allumé une petite loupiote dans ma tête. Et en fait, lui, tu vas pas lui donner une diète carré carré, tu vois. Et puis si tu Oui. creuses un petit peu, tu vois que son médecin a déjà essayé de lui donner une diète et puis ça n'a pas fonctionné. Donc lui, je vais pas lui donner un conseil euh, de faire une diète, enfin de faire une diète comme quelqu'un qui ferait du bodybuilding, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un conseil qui serait bon,
tu vois, qui serait bon pour lui. Ça serait bon, mais je veux dire, c'est pas applicable dans son cas. Pareil. Bon, il peut y avoir plein d'exemples, je vais pas donner plein d'exemples, mais c'est vraiment, ça dépend à qui tu t'adresses et en fait, tu te rends compte qu'un bon conseil n'est pas forcément le bon conseil pour une personne lambda. Ah Donc, ça ouais. dépend de quoi tu parles, quoi. Et du coup, toi, tu fais beaucoup de prévention, j'imagine, en cabinet aussi, et beaucoup de, t'essayes quand même d'avoir cet aspect prévention, par exemple, dans ce cas de la personne que tu as expliqué juste avant. Est-ce que tu essayes quand même de faire de la prévention en cabinet ou du coup, tu te dis non, ça va pas marcher dans tous les cas? Ben, oui, mais après, c'est prévenir quoi? Parce que Bah, juste faire émerger la graine dans l'idée du patient. oui, tu peux essayer, tu peux essayer. Souvent, c'est en vain, hein. C'est pour ça que ce sont des métiers qui sont intéressants. Tu vois, les métiers d'aide, Mhm. enfin d'aide à autrui, coach, c'est pareil. Que tu sois coach sportif ou coach de vie ou coach de tout ce que tu veux, ostéo, enfin bon bref, quand tu essaies d'améliorer en one-to-one la vie de gens, ou même pas forcément en one-to-one, mais quand tu essaies de donner des conseils, en fait, il y a un côté qui est hyper satisfaisant pour soi-même parce que quand tu vois les résultats chez quelqu'un, Mhm. il y a un côté vachement égo où tu as l'impression d'avoir réussi ce que tu as fait, et puis en même temps, tu as solutionné la problématique de quelqu'un, donc tu lui as amélioré son état de santé ou son état de bien-être à un moment, c'est hyper gratifiant. Mais l'autre côté de la médaille, le côté obscur, c'est que très souvent, c'est des coups d'épée dans l'eau, en fait. C'est que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne peut pas s'aider. Ah, ça, c'est Euh, clair. tu as beau dire exactement ce qu'il faut au bon moment, euh, et pas forcément un conseil de vie, hein, ça peut être un conseil de hygiéno-diététique. Si tu veux, très souvent, ça tombe à côté, en fait. Donc, oui, tu peux essayer de prévenir, mais en fait, quand il n'y a pas réellement de problème, ça, c'est le truc de l'être humain aussi. Quand il n'a pas de souci, qu'il n'a pas quelque chose qui l'empêche de vivre, euh, qu'il n'a pas l'épée de Damoclès, tu veux, il a moins de chances d'agir, quoi. Il a moins de chances de changer ce qui ne va pas, puisqu'il n'y a pas de conséquences à l'instant T. Donc c'est assez frustrant. Alors j'essaie de prévenir, oui, je donne des conseils, mais je sais que très souvent, je dis voilà, je sais que très souvent ça sera pas appliqué en fait, tout simplement. Ou quand par exemple je finis un axe de traitement sur quelqu'un, ça fait peut-être 2, 3, 4 fois que je l'ai vu. Au bout de la quatrième fois, ben, il y a quasiment plus de douleur, c'est super. Donc je lui peut-être améliore un peu les exercices qu'il doit faire. Je lui dis tiens, allez fais ça, et puis continue à faire ça. Autant avant cet exercice, cet étirement du psoas, admettons, je lui conseille de lui faire tous les jours. Bon, ben, à partir de maintenant. Il peut le faire tous les 2-3 jours ou après ou avant son sport. Enfin bon, bref, tu vois, je change un peu son truc parce que je sais que c'est bon, mais dans l'absolu, je sais qu'il ne le fera pas en fait. Je dis ce qu'il faut, mais il y a de grandes chances pour que, et puis ça m'est arrivé, 6 mois après ou un mois ou un an après, ils reviennent me voir pour une douleur, que ce soit la douleur qui est revenue ou alors autre chose. Et puis tiens, je lui demande, ah au fait, est-ce que tu continues à faire cet étirement un peu pour essayer de préserver le truc? Très souvent, c'est, ah là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait un petit peu, et puis après j'ai arrêté, et puis la douleur est revenue. Et donc, prévenir, oui, mais prévenir, c'est un truc... euh, c'est assez, ça peut être frustrant des fois, en Ouais, fait. ouais, non, mais après, je comprends ta position. Mais moi, je me dis, enfin, moi, tous les trucs qui ont marché pour moi et même sur mes clients, c'est tu donnes l'information, la personne, elle est au courant. Comme tu dis, elle va le faire un petit peu et au bout d'un moment, elle va arrêter parce que ça va la saouler. Mais quand elle voit que finalement, à chaque fois qu'elle fait ça, elle se sent bien et qu'à chaque fois qu'elle arrête, bah, comme les problèmes commencent à arriver, c'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment, ça va être une routine de faire les exercices, etc. Et moi, pour prendre mon exemple concret, les automassages, j'en fais depuis à peu près depuis mes 18 ans et je faisais pas très souvent et tout. Et au bout d'un moment, donc il m'arrivait des problèmes avec un accident, etc. Et j'ai réinclus les automassages parce que je sentais que ça me faisait du bien. Et même si ça me saoulait, c'était la seule solution, tu vois, pour ne plus avoir la douleur. Et du coup, comme j'étais au courant de ça, etc., j'ai commencé à l'inclure dans la routine. Et puis maintenant, je le fais tous les jours. Et je pense que les patients qui viennent en cabinet chez toi ou quoi, ils vont peut-être pas le faire forcément direct, mais peut-être qu'après, tu vois, tu vas leur faire prendre conscience que cet exercice leur fait du bien et au bout d'un moment, ça va être inclus dans leur routine également, tu vois. Non? Ouais, je pense que c'est un faible pourcentage des gens, Ouais. de mon expérience. Mais bon. Et Non, puis peut-être, hein. prévenir, donc tu me disais prévenir. Après, c'est prévenir quoi? Le but, c'est d'essayer de taper le plus simple et le plus juste.
C'est que pour prévenir des problèmes, tu peux donner toute une liste de choses à faire qui vont être toutes intéressantes. Mais, mais le but, c'est comme quand je ne suis pas kiné, je ne suis pas physio, donc je ne donne pas une liste de 10-15 exercices à faire par jour. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner 1 ou 2 exercices, mais qui vont essayer de taper juste. Donc, c'est essayer de donner le truc le plus simple, exact. Alors, des fois, ça ne marche pas. Et voilà, puis ça dépend ce que tu veux prévenir. Ok. Toi, personnellement, est-ce que tu as déjà été blessé dans ton activité sportive, un truc comme ça? Ce qui est souvent arrivé. Bah oui, blessé, j'ai jamais eu de traumatisme grave du style fracture, entorse Mhm. ou luxation. Ça, j'ai jamais eu. Ça m'est arrivé d'avoir des tendinites comme un petit peu tout pratiquant. Aux épaules? Euh, ouais, je crois que j'ai déjà eu le long biceps gauche dans Mhm. sa gouttière qui était douloureux. Alors, est-ce que c'était une tendinite? Je ne sais pas, pour survie, parce que c'est ça que c'était il y a plusieurs années. Beaucoup plus récemment, fin 2020, c'était le. Alors, j'ai mis du temps à trouver, même quand c'est sur soi-même, c'est ça qui est intéressant, c'est que même avec les connaissances anatomiques et puis de C'est là où je veux tests en et venir. tout, c'est que c'est pas toujours facile d'arriver à trouver directement sur soi, parce qu'il y a aussi le fait qu'on n'est pas totalement objectif. Je pensais que c'était mon grand rond qui me faisait mal, donc sous l'omoplate, là, sous Mhm. l'épaule. J'avais commencé à avoir ces douleurs-là quand je m'étais mis à faire des tractions chez moi parce qu'il n'y avait plus l'accès aux salles de sport et j'avais acheté une barre de traction. Et peut-être le changement de prise a fait que ça a réveillé une douleur. Et puis j'ai vraiment mis du temps. Et alors j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. J'ai mis en place tout mon système, un système de récupération, d'exercice, de ressollicitation, de repos de cette zone précisément, mais de réactivation du reste, etc. Et c'est allé mieux. Et c'est au bout de quelques semaines en faisant d'autres tests et puis en essayant de comprendre pourquoi c'était toujours là, eh ben, que Mhm. c'était peut-être pas le grand rond, mais c'était le subscapulaire. Mais que je ressentais vraiment, c'était une douleur très particulière. Et quand j'ai finalement mis la main sur le subscapulaire, je me dis putain, c'est le subscapulaire depuis le début en fait. Et comme il est très proche anatomiquement parlant et que ça donne des douleurs diffuses qui peuvent s'en rapprocher, euh, ben, ça n'a pas été simple. Mais voilà, et puis finalement c'est passé parce que j'ai arrêté tous les mouvements qui sollicitaient beaucoup trop le subscapulaire parce qu'il était douloureux. J'ai continué à faire des mouvements qui sollicitaient des muscles autour. J'ai fait des étirements et petit à petit ensuite j'ai repris les tractions mais très légères sans me lester euh, pour réactiver progressivement le muscle et puis enfin Peut-être pour changer de prise réactiver. aussi? Je sais plus parce que comme j'ai ensuite je faisais du street, enfin comme j'allais au parc de street workout, du coup c'était plus exactement la même barre. Mhm. Euh, mais quoi qu'il en soit, non, c'est complètement passé. Mais je sais que ça m'a emmerdé pendant peut-être 2-3 mois avant que ça y est, ça soit complètement terminé. Et c'était le subscapulaire à droite. Ok. Et tu parlais de ton système de récupération. C'est quoi ton système de récupération personnel pour essayer justement de récupérer au plus vite quand on est blessé? Ben, c'est déjà arrêter tous les mouvements, tous les gestes qui redéclenchent la douleur. Mhm. Donc, quand tu fais un mouvement et que tu as une douleur, donc signal d'alarme. Donc, tous ces mouvements-là, et souvent, une fois que tu as mis. C'est ça qui est important, c'est identifier la problématique dans un premier temps. C'est ce que j'essaie de faire en cabinet. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de faire sur moi en premier. C'est bon, mais qu'est-ce qui te fait mal? Au départ, je pensais que c'était le grand rond. Et puis, finalement, j'ai identifié le subscapulaire. Une fois que tu as identifié et que tu connais un peu l'anatomie, la physiologie, tu sais quel mouvement fait le subscapulaire, Bien sûr. dans quel mouvement il est sollicité, et puis dans quel mouvement il fait mal. Donc, tous ces mouvements-là, tu les arrêtes parce que pour l'instant, il n'est pas prêt à les encaisser. Donc, tu le mets au repos à ce niveau-là. Par contre, tu continues à entraîner des muscles autour. Tu continues à être actif. Il ne faut pas être dans le repos complet. Il faut être dans un schéma où tu vas pousser ton corps à, à- à guérir, dans un sens. Donc, il y a ce côté-là. Et la récupération, ensuite, ça va être des automassages Ouais. pour essayer de lui amener du sang, pour essayer de casser un peu les adhérences. Des étirements aussi pour essayer d'améliorer la souplesse. Pas que du muscle en question, mais des parties autour. Voilà, il y a plein d'autres choses, hein. De rééquilibrer un peu les muscles aussi de l'épaule. Tu vois, j'avais peut-être un peu trop de rotation interne, encore que j'ai quand même beaucoup de rotation externe à droite, mais peut-être beaucoup trop de sollicitation de rotateur interne à droite, puisque le subscapulaire est rotateur interne. Donc voilà, essayer de refaire un peu d'activation des rotateurs externes. Alors, plusieurs trucs comme ça, quoi. Puis ensuite, bon, manger, la nutrition, c'est important, évidemment. Les quelques complémentations
Euh, quelques compléments alimentaires aussi, ça peut aider. Mais voilà, mais tout ça, c'est des petites briques en fait que tu ajoutes pour essayer de guérir au plus vite. Ok. Et du coup, en parlant d'alimentation, c'est quoi une alimentation pour toi, ton alimentation sportive et aussi santé, j'imagine, au quotidien, de manière générale, hein, je te demande pas de quelle grande ligne tu suis justement au niveau de l'alimentation pour avoir une diète qui est efficace, équilibrée et saine. J'aurais tendance à répondre une alimentation normale. Parce que quand on me pose la question, quand on me demande, ou je sais pas, ou des proches ou des gens que je connais qui me disent ah, mais comment tu manges? Qu'est-ce qu'il faut manger comme. Ouais, mais toi, ouais, mais toi, tu fais du sport, donc tu manges comme ça, tu manges de manière particulière et tout. C'est- Non, je mange normalement. Je mange ce qu'il faut que le corps ait besoin, en fait. Et en fait, ceux qui posent la question et parce qu'ils bouffent des pizzas ou des trucs et puis ou alors des trucs, etc. C'est dire non mais c'est pas moi qui mange de manière spéciale. Moi je mange comme ce que le corps a besoin. C'est toi qui manges de manière spéciale et que tu Oui, manges des trucs dont en fait il faudrait pas que tu manges. C'est ça. Donc quelle est l'alimentation sportive que tu as? Si c'est la question, c'est genre je n'ai pas une alimentation sportive, j'ai une alimentation classique de ce que le corps a besoin. Le corps, il a besoin de tout, en fait, de protéines, de bien sûr. lipides, de glucides, tout ça de bonne qualité, évidemment, il y en a de plusieurs sortes, de vitamines, de minéraux. Donc, ce que je mange, j'ai pas l'impression de manger de manière particulière. J'ai juste l'impression de manger exactement ce qu'il faut, tu vois. C'est un peu comme tu mets de l'essence dans ta voiture, tu as besoin que ce soit du 95, tu mets du 95 dedans. Et tu as le mec qui met du diesel à côté, tu dis ouais, mais alors toi tu manges spécialement, tu mets du 95. Non, ma bagnole a besoin de 95. Je Ouais, mets du bien sûr. 95. Donc voilà, La, protéines, la- lipides, glucides, minéraux, oligoéléments, tout ça. Donc légumes, de tout, de tout. ouais, Viande, ouais. poisson, glucides, riz, pâtes de temps en temps, légumineuses, légumes à volonté. Ok. Je peux te faire un mashup de mes repas si tu veux. Je ne sais pas quel niveau euh, de, de, euh, de conscience ou de connaissance sont les auditeurs de ton podcast, mais Bon, normalement, il est plutôt bon parce que moi, je suis également passionné et j'essaye de donner un maximum d'infos sur la nutrition. Donc, tout ce que tu as dit, ils sont au courant. Mais ok. Mais du coup, ouais, c'est sûr que la normalité, ça, c'est quelque chose qui est très subjectif par rapport à la personne. Tout le monde a l'impression de manger normalement, finalement. Et pourtant, personne ne mange la même chose. Donc, ok. Et peut-être, là, j'ai une question qui me vient. Peut-être au niveau de ta morphologie, est-ce que tu adaptes, du coup, ta nutrition, aussi en fonction de ta morphologie? ma nutrition en fonction de ma morphologie, Ouais. non. Enfin, je veux dire, est-ce que je bouffe 6000 calories par jour alors que je fais moins de mètres, que je fais 1m74, 73? Bah non. Pour le coup, c'est pas de la morphologie, c'est plus du bon sens. Donc la nutrition par rapport à la morphologie, ça, Mhm. j'ai jamais entendu. Oh bah, par exemple, je sais que tu as eu Julia Vénesson dans ton Hein. podcast et dans ses bouquins, par exemple, il en parle. Et moi, c'est vrai que ça a été un gros déclic Ouais, pour mais alors je moi. pense faudrait définir ce que c'est que morphologie pour ça, parce La que nutri-génétique. Non, ça n'est pas. Bon, c'est pas grave. Et non, de quoi tu parles exactement? Parce que bah, les profils génétiques, en fait, en fonction de ton profil génétique, tu vas pas exactement manger la même chose. ouais, bah alors dans ce cas, c'est pas de la morphologie. Ouais, alors Oui, je vais enfin, la mettre le terme morphologie à nutri-génétique. côté. Ouais. Ouais. Bah Non, mais pas la oui, bah morphologie, la longueur osseuse, mais voilà, tu ouais, vois. voilà, c'est ça, parce que la morphologie, on est plus sur euh, sur ça, sur les longueurs osseuses, longueurs musculaires, enfin. Mhm. Ouais, je me suis mal exprimé, c'est vrai. Mais... Mais plutôt ta physiologie interne, à la limite, ou ton métabolisme, comme diraient certains. En fait, il y en a, ils tolèrent plus les glucides que les lipides comme carburant. Il y en a que. J'ai peut-être pas assez d'expertise pour aller jusque-là, mais est-ce que j'adapte? En fait, c'est la question. Je n'adapte pas consciemment, si tu veux. C'est pas. Ça s'est fait de manière C'est inconsciente, ce que tu as besoin, quoi. j'imagine. Oui, oui, je sais ce que j'ai besoin. Enfin, en tout cas, pour être, euh, pour être en forme, quoi. Enfin. Ok. Ouais, j'ai Ok. pas consciemment, je me suis pas dit, tiens, j'adapte ça. Ouais, non, Ok. je pense que ça dépend aussi de plein de choses, plein de facteurs environnementaux. Ça dépend de la qualité de l'aliment aussi que tu as. Ça dépend de ton activité physique, sportive. Ça dépend peut-être de ton stress interne. Je sais pas si on parle de prise de poids, perte de poids
d'énergie ou d'intolérance. Enfin, c'est pour ça, si tu veux qu'on précise quelque chose en particulier, parce que ça me semble un peu large, adapté par rapport à quoi, en fait, c'est ça. Bah, par rapport, par exemple, les personnes généralement pour schématiser, bah, comme nous, un peu fins, les 3D pôles, etc. Par exemple, ils ont tendance à beaucoup plus cramer de glucides que bah, qui a un profil un peu plus robuste, quoi. Par exemple, pour donner un exemple ou quoi. Enfin, après, c'était par rapport à ça que je voulais en revenir, notamment. Si t'avais adapté justement comment ton corps le métabolisme en soi, c'est un peu ça, de ton corps qui permet d'adapter le métabolisme à ta nutrition, si c'est venu naturellement ou si c'est quelque chose que tu t'es forcé à appliquer avec tes connaissances en nutrition. Voilà. C'était plus par Ouais, rapport tu à ça. as des connaissances de base de la nutrition grâce à des livres comme ceux de Julien Vénesson, grâce à des personnes qui ont fait qui ont créé du contenu, qui ont expliqué comment ça fonctionne. Tu vois un petit peu comment, euh, à peu près ce qu'il faut manger, tu vois, qu'est-ce que Mhm. c'est les glucides, les lipides, les protéines, tout ça. Donc tu appliques et ensuite tu peux faire des petits changements, des petites variations Ouais. par rapport à toi. Tu vois, tu remarques, tiens, quand je mange ça, je me sens un peu moins bien. Tiens, avant je mangeais ça, ça allait, maintenant je le tolère un peu moins. Tiens, là j'ai l'impression d'être un peu plus apathique parce que je digère pendant 3 heures quand j'ai mangé ce type d'aliment. Là non. Je pense que c'est des petits Ouais. changements comme ça voilà, en fonction de tes goûts aussi. Enfin, ça c'est un truc on l'entend presque pas, j'ai l'impression, mais euh, l'adaptation, elle se fait aussi par rapport à ce que tu aimes, tu vois. Mhm. Si tu vois, si tu aimes un tel type d'aliment, tu vas le mettre, alors que si tu l'aimes pas, tu vas pas le mettre. Bien sûr, faut surtout pas se forcer à manger quelque chose. C'est comme en muscu, on dit il y a aucun exercice qui est indispensable. En nutrition, il y a aucun aliment qui est indispensable. Même s'il y a des bons aliments et des mauvais aliments et bons exercices et des mauvais exercices, voilà, il y a rien qui est indispensable, c'est sûr. Faut se fier aussi au goût et au ressenti que tu as par rapport à l'exo ou à l'aliment. En ce qui concerne le métabolisme, d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode qui sortira d'ici la rentrée Avec qui? avec Ah, Vassilis ok. Ilopoulos. Donc, on a brodé pendant un peu plus de 2 heures sur toutes les questions de prise de poids, perte de poids, métabolisme, adaptation, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant. Mais pour ce qui est de l'adaptation, selon moi, euh, ce sont des micro-adaptations. Je veux dire, d'abord, aller à l'essentiel, aller aux bases, quoi, sur l'alimentation, du brut, des légumes, des repas complets. Pour des compléments aussi, peut-être? Alors, des protéines assez rarement. Enfin, quand je dis rarement, c'est vraiment. C'est quand je sais que je vais pas manger pendant 4 heures, pendant 5 heures, je me fous un scoop de poudre dans un truc. Euh, alors, non, je prends du potassium en ce moment, du collagène, des oméga 3. Toujours oméga 3, c'est un truc que je prends quasiment tout le temps, en continu. Mhm. Et puis de temps en temps, créatine, là, ça doit faire 4 mois que j'en ai pas pris parce que j'en ai plus et que je suis pas allé en chercher au shop à côté. Mais sinon, c'est ça. Le magnésium, j'en ai plus, faudrait que je reprenne. Voilà, je vois ça, moi, comme un truc. C'est pas la fin du monde quand j'en ai plus, quoi. C'est vraiment. Je sais que ça peut faire du bien. T'en sens pas les effets absolus. C'est pas de la drogue, hein, c'est pas des stéroïdes, c'est pas des trucs où en fait tu le prends et du Ah jour bah, au c'est clair. lendemain, tu pètes de forme, t'es extraordinaire. Donc, pour moi, c'est juste une toute petite pierre à l'édifice sur ma santé. Quand j'en ai plus, c'est pas grave. Je veux dire, si j'en prends pas pendant un mois ou deux, je sais que ça change rien. J'en reprendrai après. Voilà, mais là en ce moment, c'est ça. Potassium, oméga 3 et collagène. Ok. Et d'ailleurs, en ostéopathie, est-ce que vous avez par curiosité, est-ce que vous avez des cours en nutrition ou vous restez vraiment sur la mécanique du corps, entre guillemets, enfin, On n'a pas de cours en mécanique nutrition. musculo-squelettique, quoi, je veux dire. On n'a pas beaucoup de cours en mécanique musculo-squelettique, hein. On a beaucoup de cours d'anatomie, beaucoup de cours de physiologie, beaucoup de cours de pratique, des techniques. Euh, dire, tout ce que j'ai appris après sur les morphologies, sur la biomécanique, je veux dire, on en parle, il y a très peu de choses en ostéo. Pour la nutrition, pareil, on a juste quelques cours d'initiation qui n'ont pas grand sens en fait. Je veux dire, Ouais, ça m'a. Je pense que j'aurais pas eu ces cours-là, ça n'aurait rien changé aux connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc, ouais, parce que c'est c'est pas le but non plus.
Ok. Ah, donc il y a quand même un petit peu, mais c'est pas du tout poussé, quoi. Non, ça s'appelle une initiation. Mais c'est comme un Ouais. petit peu pour tout là. On a une initiation aussi à la phytothérapie, je crois, si je me souviens bien. On a une Alors, qu'est-ce que c'est? initiation, c'est la thérapie par les plantes, l'utilisation Ah des oui, plantes, ok. phytothérapie. Euh, on a une initiation je sais plus quoi, en naturopathie. Mais tu vois, j'y connaissais absolument rien quand j'ai eu, c'était William Cadmiri et ensuite plus récemment Mario Bracco, où on a parlé de naturopathie. Voilà, je connaissais quasiment rien du cours d'initiation, parce qu'en fait, c'est juste, on te présente les choses pour que tu aies une vaste idée à peu près, Ce que c'est, mais quoi. ça t'apporte pas des connaissances pour pouvoir guider quelqu'un dans la pratique en question. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. C'est au moins pour savoir de quoi les gens parlent quand on t'en parle, quoi. Je pense que ces cours-là, ils sont plus pour voilà, savoir à peu près de quoi il s'agit lorsque tu veux renvoyer vers une personne. Et puis également, c'est une façon d'essayer de transmettre un tout petit peu d'informations pour pas paraître pour des buses, en fait. C'est Ouais. aussi une façon euh, de se paraître un peu professionnel, tu vois. C'est comme certains cours, je trouve, ont eu pour objectif surtout d'essayer d'être bien vus. Je suis désolé, j'ai oublié les termes d'essayer d'être crédible auprès Ouais. de la profession médicale, tu vois. C'est des cours qui te servent pas tant dans ta pratique, pas tant dans tes conseils avec tes patients, mais plus pour être crédible auprès d'autres professions. Voilà. Ouais, c'est aussi important, hein, quand même de savoir un minimum de choses sur un maximum de sujets, histoire de comprendre un peu tout ça, quoi. Même si Mm. forcément, quand t'es pas expert, tu comprends pas tout, mais bon, voilà, au moins d'avoir des notions. On va arriver à la fin de l'épisode, mais avant, j'aimerais te poser deux petites questions, Jérôme. D'abord, une première question, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Jérôme d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire Euh, à ce Jérôme-là? ben, ça dépend. Probablement plein de choses, mais 21 ans. Un d'un point de vue euh, peut-être sport et puis un d'un point de vue peut-être un conseil sport et un conseil un peu plus de vie, quoi, en gros. Au niveau du sport, je sais pas, parce qu'attends, 21 ans. Peut-être encore en études, je suppose, du coup. Oui, oui, non, mais j'étais en études, mais j'avais pas du tout encore cette. Je fumais à ce moment-là, je pense, et puis j'avais pas cet attrait pour le sport, pour peut-être aussi la culture physique dans un sens, la santé à ce point-là. Euh, donc non, j'aurais peut-être dit, vas-y, mets-toi au sport maintenant, commence maintenant, crois-moi, ça va t'aider sur plein de choses. Et puis commence tout de suite là. Crois-moi. Tu vois, si je pouvais revenir et que je me voyais à 21 ans, je dis hey, écoute, j'ai un truc à dire hyper Hmm. important. Commence le sport maintenant. Vas-y, intéresse-toi. Crois-moi, ça va t'aider. Et puis si tu le fais pas, il va t'arriver des emmerdes. Voilà, je me dirais ça pour me faire peur et Ouais, pour commencer plutôt. Sinon, ok. euh, sinon dans la vie en général, ben, je sais pas, attends, 21 ans, où c'est que j'ai vraiment du mal moi dans les dates et dans les âges. Ah, c'est difficile 21 comme ans. question, hein. C'est difficile, c'est Ouais, sûr, hein. euh, je devais être en début d'année d'ostéo. Mhm. Franchement, je pourrais me dire plein de trucs, mais probablement que je me serais donné des bonnes informations à aller chercher. Des choses que je savais pas qui existaient et que ça aurait été sympa de voir avant, tu vois. Ok, ok, ok. Et Donc, dernière question, ouais. est-ce qu'il y a une citation que tu adores ou voilà, que tu aimes bien? Non, je vais te décevoir, mais non, T'as les pas de citations, citation? enfin, si, je vais t'en donner une si tu veux, parce que tu m'as donné les questions en avance, donc je vais t'en donner une. Mais avant ça, je veux préciser que les citations, j'en ai absolument rien à foutre. Il y a des, enfin, je suis pas un mec qui adore les citations, genre putain, ça veut dire quelque chose, tu vois, je vais me le faire tatouer et tout. C'est Alea Jacta Est sur le truc, ou Only God Can Judge Me sur le truc, là, faut pas déconner. Et non, je suis pas un mec de citation du tout. Il n'y a pas une phrase qui, putain, ça c'est mon mantra. Tu vois, il y en a, ils ont des mantras de Ouais, phrases comme ça. Moi, c'est absolument pas le cas. Parce que souvent, je trouve que c'est des phrases qui sont complètement sorties de leur contexte. Et en fait, une phrase, tu peux tout et lui faire dire. Il y a des citations qui sont intéressantes, il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont intéressantes dans plein de domaines, mais souvent sorties du contexte. Et puis c'est une façon de se faire prévaloir aussi, tu vois. Ah, moi j'adore cette citation, c'est genre voilà, ça, je suis comme ça me représente. Je trouve que c'est plus un faire valoir qu'un véritable truc interne.
Donc voilà, déjà pour les citations, c'est pas trop mon truc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je demande pas. C'est pas une question que je pose à mes invités parce que quand même, je m'y reconnais pas du tout dans ce truc-là. Je la pose pas. Peut-être que je devrais, mais je voulais pas trop faire comme Marketing Mania quand je commençais. Et, Exactement. peut-être une qui m'avait une que je l'ai trouvé intéressante, mais c'est pas tant la phrase en question, c'est plutôt le concept. C'est penser, think outside the box, donc penser en dehors de la boîte. Donc c'est voilà, on est dans un truc et essayer de penser différent de ce Ouais, que pensent sortir du les moule, gens. quoi. Ouais, mais c'est pas sortir du moule forcément en tant que personne, mais c'est en tant parce qu'il y a un peu de ouais, c'est pas je veux sortir du moule parce que je veux pas être comme tout le monde. C'est plutôt ce que je fais. C'est plutôt ce que je veux faire. Qu'est-ce que fait tout le monde dans une action pour avoir un résultat? Et c'est surtout un truc orienté business, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais qu'est-ce que je peux faire de manière différente, tu vois? Essayer de ne pas penser comme ce qui se fait déjà, mais essayer de voir les choses différemment. Et un des meilleurs moyens de faire ça, c'est de croiser les thèmes souvent, de croiser les thématiques, de croiser les passions, si on peut revenir sur le thème passion. Tu vois, il y a un truc, par exemple, sur YouTube, c'est pas une critique ou quoi, mais c'est un truc que je remarque, il y a des thématiques ou des gens qui font des vidéos sur YouTube, ils font tous les mêmes trucs, tous les mêmes trucs. Quelqu'un qui, un exemple à la con, un mec qui va faire du développement personnel, c'est il y a 46 millions de chaînes qui t'expliquent comment aller mieux. C'est le mec qui pose la caméra, il parle devant la caméra pendant 10 minutes en t'expliquant les concepts du monde, en t'expliquant les trucs genre voilà, il faut faire ça, etc. Et dans ce cas-là, c'est chiant à mourir, c'est un de plus qui fait les mêmes trucs, etc. Et le think outside the box, je trouve que c'est là où il a vraiment le plus d'impact. C'est si tu es dans le dev perso, que tu veux expliquer aux gens comment être heureux, ne fais pas ça en fait. Ils font tout ça, pense différemment, et essaye de faire un truc différent. Tu vois. Donc c'est plus dans ce sens-là, plus dans ce que tu veux, dans ce que tu veux produire et de ce que tu veux créer. Ok. Bah écoute, c'est une belle citation en tout cas. Je sais pas. Et Je sais du pas de coup, qui c'est. Hein. Par contre, désolé, mais ah bah c'est pas je grave, sais c'est pas de pris, qui. hein. Y a pas de- Du coup, bah, on en a fini avec cet entretien. Déjà, je te remercie et, pour tous tes conseils que tu nous as apportés, et puis aussi pour ta vision aussi du sport, de la nutrition, de l'ostéopathie aussi, que tu nous as apporté. Est-ce que, comment les gens puissent enfin, quel est ton canal que tu privilégies pour communiquer avec les gens et pour si les gens veulent te découvrir, qu'ils puissent te découvrir et avec le meilleur canal, quoi. Alors, la meilleure façon, si on me connaît, mais à la limite, c'est pas tant moi, c'est plutôt ce que je propose en termes de contenu, c'est le podcast biomécanique, donc où c'est un épisode par semaine. Tous les lundis, je lance un épisode de podcast avec voilà, c'est un mec qui est plus ou moins connu ou pas nécessairement, mais dans le milieu du sport, de la santé. Donc, c'est le podcast biomécanique que pour retrouver partout, Spotify, Apple Podcast, enfin toutes les plateformes. Ceux qui écoutent, ils savent. Sur YouTube aussi, hein, j'ai le podcast est sur YouTube sous format vidéo. Donc, ça, il y en a qui préfèrent avoir l'interaction avec les visages. Il y a ça. Ça, c'est pour ce que je produis comme contenu sur le milieu du sport et de la santé d'une manière générale. Et ensuite, sinon, il y a la lettre biomécanique. Ça, c'est si les gens veulent recevoir, s'ils veulent faire partie de mes contacts privés et qu'ils veulent recevoir la newsletter améliorée du podcast. C'est qu'une fois par mois, j'envoie une newsletter où j'explique un truc de la mécanique humaine, un élément de physiologie. La dernière lettre qui est parue, je parlais de. Attends, de quoi je parlais déjà? Non, c'était pas du diaphragme. Je sais plus. C'est un concept de physiologie pour un petit Ok. peu comprendre son corps. Souvent une problématique ou une douleur ou voilà, plus un petit peu d'actualité. Quand il y a une news, un projet. En tout cas, c'est très facile à consommer. C'est très simple. J'ai de super retours par rapport à cette lettre. À chaque fois que j'écris, que je balance la newsletter, j'ai de super retours en général. On la mettra Je peux faire en des quiz. description. Ouais, c'est biomécaniquepodcast.com /lettre. De toute façon, je Donc, le le mettrai en lien. description, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, non, je pense que le mieux, c'est que les gens s'inscrivent là. Je spamme pas. Et le podcast biomécanique, s'ils veulent écouter les conversations avec les sportifs et spécialistes. Et voilà. Ok, merci beaucoup, Jérôme. J'en prie. Merci à toi.
Ok, donc vous venez d'écouter ma conversation avec Jérôme Cazerolle, auteur du podcast Biomécanique, que je t'invite vraiment à écouter. Du coup, il y a un lien en description de cet épisode pour justement en savoir plus sur le travail de Jérôme, et il y a aussi un lien sur du coup sa newsletter, ses contacts privés qu'il vous a parlé dans l'épisode. Voilà, donc ça c'est en description. Et si du coup ce format t'a plu, moi c'est un format que j'expérimente durant l'été, donc si ce format où j'interviewe une personnalité ou une personne pour parler de sport, de santé, de nutrition avec des sujets qui sont connexes au coaching sportif et à la nutrition comme j'ai l'habitude de parler habituellement, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me montrera que justement que tu apprécies ce type de format, et moi ça m'encouragera justement à en faire de plus en plus si ça te plaît. Donc voilà, 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis aussi que je dirais en fin d'épisode si vraiment ça t'a vraiment très très plu ce type d'interview. Voilà, donc on se retrouve en tous les cas dimanche prochain, peut-être pour un nouvel invité sur le podcast ou peut-être pour un podcast solo, je ne sais pas encore. En tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!